Je m'appelle Léa et j'ai 22 ans. Le jour où j'ai demandé à mes parents s'ils étaient passés récupérer mon ordonnance, mon père a répondu d'un ton désinvolte. On a utilisé cet argent pour acheter le nouveau téléphone de ta sœur. La pièce est devenue silencieuse. Ce qui a suivi a révélé un secret de famille si dévastateur qu'il allait changer tout ce que je pensais savoir sur les gens censés me protéger. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous me suivez. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur la famille, la trahison et la force de se choisir soi-même. Les néons du laboratoire de chimie ont commencé à onduler devant mes yeux, comme si j'étais sous l'eau. J'ai cligné des yeux, essayant de me concentrer sur le bécher dans ma main, mais les bords de ma vision sont devenus flous et sombres. Mon binôme de labo, Maxime, disait quelque chose sur les niveaux de pH, mais sa voix semblait venir du bout d'un long tunnel. Puis mes genoux ont lâché. Je me souviens du carrelage froid contre mes paumes d'abord, puis contre mes genoux. Soudain, j'étais allongée sur le côté, entourée de gens. Maxime répétait mon nom. « Léa! Léa, tu m'entends ?» Je voulais lui dire oui. Je l'entendais. J'allais bien, j'étais juste fatiguée. Mais ma langue était pâteuse, ma poitrine serrée, et je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Quelqu'un a dû appeler la sécurité du campus, car la chose suivante, dont je me souviens, ce sont des mains qui m'aidaient à m'asseoir et des voix demandant si j'avais besoin d'une ambulance. J'ai réussi à secouer la tête et à croasser que ça allait. Juste de la fatigue, du stress, je n'avais pas pris de petit déjeuner. Les excuses habituelles. Mais même en les prononçant, je savais que quelque chose clochait. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la première fois que ça arrivait devant des témoins. Je me suis traînée au service de santé universitaire cet après-midi-là, principalement parce que Maxime avait menacé d'appeler mes parents si je ne le faisais pas. La salle d'attente sentait l'antiseptique et les vieux magazines. J'ai rempli le formulaire d'admission les mains tremblantes, cochant « non » à la plupart des questions, alors que j'aurais probablement dû cocher « oui ». Le médecin qui m'a reçu était jeune, la trentaine, avec des yeux bienveillants qui le sont devenus de moins en moins à mesure qu'il examinait mes constantes. Il a froncé les sourcils en voyant ma tension. Il a froncé encore plus les sourcils en regardant mon oxymètre de pouls. Il m'a demandé de suivre son doigt des yeux, de serrer ses mains, de pousser contre ses paumes. « Depuis combien de temps avez-vous des symptômes neurologiques ?» a-t-il demandé, son stylo suspendu au-dessus de son bloc-notes. J'ai hésité. L'admettre à haute voix rendait la chose réelle. Je ne sais pas, quelques mois, peut-être plus. Qu'entendez-vous par symptômes? Je lui ai parlé des vertiges qui surgissaient de nulle part, de la façon dont mes mains s'engourdissaient parfois, comme si j'étais restée assise dessus, sauf que ce n'était pas le cas. Des maux de tête qui me donnaient l'impression que quelque chose comprimait mon crâne de l'intérieur, des bourdonnements d'oreilles qui commençaient à des moments aléatoires et ne s'arrêtaient pas pendant des heures. Il n'a rien écrit de tout cela. Il m'a juste fixé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. De l'inquiétude peut-être, ou de l'alarme. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ?» a-t-il demandé doucement. « Parce que mes parents m'auraient dit que je faisais du cinéma. Parce que ma sœur Chloé avait ses championnats régionaux, ses récitals de piano et 1 million d'autres choses qui importaient plus que mes maux de tête. Parce que dans ma famille, j'ai appris il y a longtemps que mes problèmes étaient toujours, d'une manière ou d'une autre, moins importants que ceux des autres. Mais je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste haussé les épaules. Je pensais que ça passerait. Il a fait des analyses sanguines, m'a fait passer un test de coordination où je devais toucher mon nez, puis son doigt à répétition, a braqué une lampe dans mes yeux jusqu'à ce que je voie des taches. Tout ce temps, son froncement de sourcils s'accentuait. Quand il a fini, il a imprimé quelque chose et l'a scellé dans une enveloppe. Ses mains, ai-je remarqué, étaient très stables en me l'attendant. « Vous devez prendre ces médicaments immédiatement », a-t-il dit. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une recommandation, c'est un besoin, et vous devez voir un neurologue dans la semaine. Pas le mois prochain, pas quand vous aurez le temps, cette semaine. Mon estomac s'est noué. C'est grave? Assez grave pour ne pas attendre. Il a soutenu mon regard. Je suis sérieux, Léa, ne repoussez pas ça. J'ai pris l'enveloppe avec des doigts engourdis. Elle semblait plus lourde que du papier. J'ai appelé la maison depuis ma chambre en cité U ce soir-là, assise en tailleur sur mon lit, l'enveloppe scellée sur ma table de chevet.
Ma mère a répondu à la 3e sonnerie, la voix enjouée mais distraite. « Léa, ma chérie, comment vont les cours? »« Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Ma voix tremblait plus que je ne l'aurais voulu. Je suis allée au centre de santé aujourd'hui. Le médecin a fait des tests et il est vraiment inquiet. Il m'a donné une ordonnance que je dois faire remplir tout de suite. « Oh chérie, c'est juste le stress, tu as toujours été une grande angoissée. » J'ai fermé les yeux. « Non, maman, ce n'est pas le stress. » Il a dit que j'avais des symptômes neurologiques, que j'avais besoin de médicaments immédiatement et que je devais voir un spécialiste sous 8 ans. Il y a eu un silence. J'entendais la télé en fond, une émission de télé-réalité que mon père regardait toujours. « D'accord, » a fini par dire ma mère. « On ira chercher l'ordonnance demain. Ne t'inquiète pas, concentre-toi sur tes études, d'accord? » Le soulagement m'a envahi. « Vraiment, merci. » Le médecin avait l'air vraiment sérieux. « Léa, on gère? » La voix de mon père est parvenue étouffée, comme s'il se penchait par-dessus l'épaule de ma mère. « Ne te stresse pas, on s'occupe de tout. Concentre-toi juste sur la fac. »« Merci, » ai-je chuchoté. J'avais vraiment peur. « Pas besoin d'avoir peur, ma puce. On est tes parents. On prendra toujours soin de toi. » J'ai raccroché, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. Ils allaient gérer. Tout irait bien. Je suis rentrée à la maison ce week-end-là, en partie pour m'assurer qu'ils avaient récupéré le traitement, et en partie parce que j'avais besoin de voir ma famille. La maison ressemblait à celle de toujours. Le grand érable dans le jardin perdait ses feuilles. La voiture de mon père était dans l'allée. L'ampoule du porche clignotait parce qu'il promettait de la réparer, mais ne le faisait jamais. À l'intérieur, j'ai trouvé ma petite sœur Chloé, affalée, sur le canapé du salon, complètement absorbée par son iPhone flambant neuf. Pas n'importe quel iPhone, le dernier modèle. Celui qui coûtait plus cher que mes livres pour tout le semestre. « Sympa le téléphone », ai-je dit en posant mon sac près de l'escalier. Chloé a levé les yeux, le visage illuminé. « C'est dingue, non? Maman et papa m'ont fait la surprise hier. La caméra est incroyable, je peux monter mes vidéos directement dessus. »« Ah, Léa !» Ma mère est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Tu es en avance, je ne t'attendais pas avant le dîner. » Mon père l'a suivie, tout sourire. « Voilà notre étudiante. » Alors, cette majeure de chimie? Nous nous sommes tous installés dans le salon et, pendant l'heure qui a suivi, j'ai écouté Chloé parler de son projet scolaire. Une présentation multimédia qui nécessitait un équipement professionnel, ce qui justifiait apparemment ce nouveau téléphone. Mes parents buvaient ses paroles, posant des questions, offrant des suggestions, rayonnant de fierté. J'ai attendu une pause dans la conversation. Donc pour mes médicaments. « Oh, Léa, pas maintenant. » Mon père a agité la main. « Ta sœur nous parle de son projet. »« Je sais, mais le médecin a dit que c'était urgent. »« Ma chérie, tu es juste surmenée. » Ma mère m'a tapoté le genou distraitement, son attention toujours sur Chloé. « La fac, c'est stressant. Tu as besoin de te détendre. » Chloé m'a lancé ce regard. Pas tout à fait suffisant, mais presque. Le regard qui disait « Tu vois, je compte plus. » J'avais vu ce regard toute ma vie. J'ai réessayé au dîner. « Vous avez récupéré mon ordonnance? »« Ta sœur a besoin de nous en ce moment, » a dit mon père en me passant le saladier. « Elle a cette grande présentation le mois prochain. » Un froid s'est installé dans ma poitrine. Mais le médecin a dit « Les médecins dramatisent toujours, » m'a coupé ma mère. « Tu te souviens quand Chloé a eu ce rhume et qu'ils ont parlé de pneumonie, c'était juste un rhume. Là, c'est différent. » C'est différent? Mon père a haussé un sourcil. Tu as toujours été un peu dramatique avec ta santé, ma chérie. J'ai posé ma fourchette. Mon appétit avait disparu de toute façon. Cette nuit-là, je me suis réveillée en cherchant mon air. Ma chambre était sombre, à l'exception du réverbère filtrant à travers les rideaux. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Mes doigts, sur mes 2 mains, étaient complètement engourdis, comme remplacés par des blocs de bois. J'ai essayé de m'asseoir et la chambre a basculé violemment sur le côté. J'ai cherché ma table de nuit à tâtons et j'ai raté, mes mains engourdies étant maladroites et inutiles. J'ai réussi à me redresser par la seule force de ma volonté. Je suis restée assise au bord du lit, respirant fort, essayant de ne pas paniquer. C'était pire qu'au labo, pire que tous les épisodes précédents. J'avais besoin de ce médicament.
Ce soir, je suis descendue en titubant, une main contre le mur pour l'équilibre. La cuisine était sombre. J'ai allumé la lumière et j'ai immédiatement repéré le comptoir où ma mère posait toujours les retours de pharmacie. Rien. Juste la boîte du téléphone de Chloé, des accessoires qu'elle avait commandés, une pile de courriers. Pas de sac de pharmacie, pas de médicaments. J'ai vérifié l'autre comptoir, la table, j'ai même ouvert le frigo au cas où quelqu'un l'aurait mis là par erreur. Rien. Mes mains étaient toujours engourdies. Ma tête commençait à marteler. Et à ce moment-là, debout, seule dans la cuisine de mes parents à 2 heures du matin, j'ai eu peur comme jamais auparavant. Pas peur de ce qui arrivait à mon corps. Peur que ma propre famille ne se soucie pas assez de moi pour m'aider. J'ai attendu le déjeuner du dimanche pour aborder le sujet. Tradition familiale. Tout le monde devait être là. Téléphone rangé. Attention focalisée. Il ne pourrait pas m'ignorer ou changer de sujet quand nous serions tous assis autour de la table. Du moins, c'est ce que je me disais. Chloé montrait les fonctionnalités de son nouveau téléphone, testant le zoom sur le bouquet de fleurs que maman avait placé au centre de la table. Mes parents s'extasiaient comme il se doit. Je restais silencieuse, mes doigts picotant encore de cet horrible engourdissement, un vertige menaçant aux lisières de ma conscience. J'ai attendu un blanc naturel dans la conversation. Puis j'ai demandé, gardant une voix calme et décontractée. « Vous avez pris mon ordonnance? Le médecin a dit que c'était urgent. » Mon père n'a même pas levé les yeux de son thé glacé. Il a pris une longue gorgée, a posé le verre avec un léger tintement et a dit « Oh, on a utilisé cet argent pour acheter le nouveau téléphone de ta sœur. Elle en avait besoin pour l'école. » Les mots ne se sont pas tout à fait imprimés au début. C'était comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que je venais d'entendre. J'avais du mal comprendre. Il ne pouvait pas avoir réellement dit ça. Chloé faisait défiler son écran, ne faisant même pas semblant de se sentir coupable. Au contraire, elle avait l'air satisfaite, voire justifiée. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai reposée avec précaution, comme si je désamorçais une bombe. Mon pouls battait à nouveau la chamade, bruyant dans mes oreilles. « Vous avez utilisé l'argent de mon traitement, » ai-je dit lentement, pour acheter un téléphone. « Léa, ne commence pas. » La voix de ma mère avait ce ton d'avertissement, le ton qu'elle utilisait quand elle pensait que j'allais faire une scène. « Ne commence pas quoi? Demander des médicaments qu'un médecin a jugés vitaux? Le téléphone était important, a dit mon père, croisant enfin mon regard. La présentation de Chloé compte pour 30% de sa note. Elle avait besoin d'un équipement professionnel. Je l'ai fixé. Cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui venait à mes fêtes de la science au collège, qui m'appelait sa petite intello, et je ne le reconnaissais pas du tout. « D'accord, » ai-je dit. Ma voix semblait lointaine, étrangère. « Alors je suppose que vous n'avez pas lu l'avertissement que le pharmacien a envoyé. » La main de ma mère s'est figée avec sa fourchette à mi-chemin. « Avertissement ?» Sa voix s'est brisée très légèrement, juste assez pour que je le remarque. « Quel avertissement ?» a demandé mon père, mais son visage avait pâli. Chloé a soupiré dramatiquement, posant son téléphone face contre table. « Léa, arrête de tout ramener à toi. J'avais besoin du téléphone pour mon projet. Ce n'est pas comme si tu allais mourir. » Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre l'horloge tic-taquer dans l'entrée. Je me suis penchée en avant, j'ai regardé mon père droit dans les yeux et j'ai dit très doucement « Le médecin a dit que le médicament prévient les dommages neurologiques. Dommages neurologiques, comme dans le genre qui ne partent jamais. » Toute la couleur a quitté son visage. Même ses lèvres ont blanchi. Ma mère a émis un petit son, comme si on l'avait frappé à l'estomac. « Léa, tu n'as pas dit que c'était si grave. Je vous ai dit que c'était urgent, je vous ai dit que le médecin était inquiet. Je vous ai dit que je devais voir un spécialiste dans la semaine. » Ma voix était étrangement calme. Quelle partie de tout ça ne semblait pas sérieuse? « Tu aurais dû être plus claire, » a aboyé mon père, mais ses mains tremblaient. « J'ai été claire. Vous avez choisi le téléphone de Chloé plutôt que ma santé. » Le visage de Chloé était passé de suffisant à incertain. Elle a repris son téléphone, puis l'a reposé. « Je ne savais pas que c'était si grave, » a-t-elle marmonné. « Ah bon ?» Je me suis tournée vers elle. « Ou est-ce que tu t'en fichais simplement? »
C'est pas juste? Pas juste? J'ai failli rire, mais c'est sorti faux, fragile. Tu veux parler de justice? Ma mère posait frénétiquement des questions maintenant, les mots se bousculant. Quand as-tu vu le médecin? Qu'a-t-il dit exactement? On peut aller chercher l'ordonnance aujourd'hui? Demain? C'est vraiment si grave? Mon père essayait de se défendre. On pensait que le téléphone était en promo. On peut prendre tes médicaments la semaine prochaine. Le médecin a dit, plus j'attends, pire c'est. J'ai reculé ma chaise, me levant. La pièce a tangué un peu, mais je me suis stabilisée avec les 2 mains sur la table. Il a dit immédiat. Il a dit urgent. Il n'a pas dit quand ta famille en aura envie. Léa, assieds-toi, on va arranger ça. Non, j'ai attrapé mon sac au dos de ma chaise. Non, je ne pense pas. Ne t'avise pas de sortir de cette maison, a aboyé mon père. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme censé me protéger, censé faire passer mon bien-être avant un téléphone, avant sa fierté, avant tout. S'il m'arrive quelque chose, ai-je dit doucement, souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous que vous aviez le choix. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Ma mère m'appelait. Mon père se levait, sa chaise raclant bruyamment le sol. Chloé disait quelque chose sur le fait de ne pas être dramatique, mais je ne me suis pas retournée. Je ne pouvais pas. Si je regardais en arrière, je risquais de rester. Et si je restais, je risquais de leur pardonner avant qu'ils ne le méritent. J'ai conduit jusqu'au campus, les mains crispées sur le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Mon téléphone vibrait sans cesse. Maman, papa, même Chloé. J'ai ignoré tout le monde. L'engourdissement de mes doigts remontait maintenant vers mes poignets. Le vertige empirait. Je me suis arrêtée à la première clinique de garde que j'ai trouvée. La salle d'attente était presque vide ce dimanche soir. Je me suis enregistrée auprès d'une secrétaire qui a à peine levé les yeux de son ordinateur, puis je me suis assise sur une chaise en plastique inconfortable, essayant de ne pas penser au fait que je venais de quitter ma famille, ou qu'ils avaient choisi un téléphone plutôt que ma santé, ou que cela pourrait être aussi grave que le médecin du campus l'avait dit. Quand mon nom a finalement été appelé, j'ai suivi l'infirmière avec des jambes en coton. Ils ont repris mes constantes. Tension élevée, rythme cardiaque élevé, oxygène correct. L'infirmière a noté le tremblement de mes mains quand j'ai essayé de signer les formulaires de consentement. Le médecin qui est venu était plus âgé, cheveux argentés, lunettes sur le bout du nez. Il a examiné mon dossier sur sa tablette, fronçant les sourcils. « Vous avez vu un médecin universitaire la semaine dernière ?» a-t-il demandé. « Oui. Et il a prescrit un médicament que vous n'avez pas encore commencé. Ma famille devait le récupérer, ils ne l'ont pas fait. » Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, n'a rien dit. Il m'a juste regardé d'une manière qui m'a fait me sentir à la fois comprise et totalement exposée. « J'ai besoin de ce médicament, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. J'en ai besoin maintenant. Laissez-moi d'abord vous examiner. L'examen a été plus approfondi que celui du campus. Il a testé mes réflexes, ma coordination, mes réponses, a posé des questions détaillées sur chaque symptôme. Depuis quand? À quelle fréquence? Est-ce que ça a empiré? Des déclencheurs? Quand il a eu fini, il s'est rassis et a croisé les bras. J'aimerais accéder à vos antécédents médicaux, votre dossier partagé. J'ai votre permission? Bien sûr. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Je suis plutôt en bonne santé d'habitude. Il a tapoté sur sa tablette pendant plusieurs longues 5 minutes alors que je triturais mon ongle. Puis son froncement de sourcils s'est accentué. « C'est bizarre, a-t-il murmuré. « Quoi? » Il manque plusieurs années de données médicales. Des dossiers de quand vous étiez. Il a vérifié l'écran. Approximativement entre 12 et 16 ans, il y a un trou. Mon estomac a chuté. Comment ça, un trou? Je veux dire que vos dossiers pédiatriques s'arrêtent brusquement à 12 ans, puis ne reprennent qu'à 17 ans. 4 ans de néant. Il m'a comme regardé. Savez-vous pourquoi? Non, je ne me souviens pas avoir été malade à cette époque. Je veux dire, j'ai eu les trucs habituels, rhumes, grippe, mais rien de grave. Est-ce que c'est quelqu'un? Quelqu'un aurait pu modifier votre dossier médical? La question m'a frappée comme une douche froide. Quoi? Non. Qui ferait ça? Pourquoi? Il m'a montré son écran, même si je ne comprenais pas grand-chose. Ces journaux d'accès montrent que votre dossier a été ouvert plusieurs fois depuis un compte administratif. Des changements ont été apportés à votre historique. Spécifiquement,
Plusieurs codes de diagnostic ont été supprimés. Mon cerveau semblait court-circuité. Je ne comprends pas. Pourquoi supprimer des diagnostics? C'est ce qui m'inquiète. La voix du médecin était douce mais grave. Parfois, des membres de la famille qui ont accès au portail patient font des modifications quand ils ne sont pas d'accord avec un diagnostic ou pour empêcher certains traitements d'être recommandés. La pièce m'a semblé soudain trop petite, trop chaude. Mes parents ne feraient pas ça. Sauf que peut-être qu'ils le feraient. Peut-être qu'ils l'avaient déjà fait. Je veux faire des examens plus poussés, a-t-il continué, et je vais vous orienter vers un neurologue. Cela aurait dû être traité il y a des années. Des années? Ma voix n'était qu'un murmure. Comment ça, des années? Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. Vu votre état actuel et la progression des symptômes, ce n'est pas quelque chose qui s'est développé ces derniers mois. C'est quelque chose qui évolue depuis un bon moment. Les tests ont pris 2 heures. Prise de sang, un autre examen neurologique, un EEG où ils m'ont collé des électrodes sur la tête et m'ont dit de fermer les yeux. J'étais allongée sous les néons, essayant de ne pas penser aux dossiers manquants, aux fichiers altérés et à la possibilité que quelqu'un de ma famille me mente depuis des années. Quand ce fut fini, le médecin m'a fait l'ordonnance, la même que celle du campus, et me l'a tendue avec des instructions très précises. Prenez ça 2 fois par jour, ne sautez pas de dose, n'attendez pas, et voyez ce neurologue. Il m'a tendu une lettre de recommandation. Je marque ça comme urgent. À quel point? Je note dans votre dossier que vous devez être vu sous 72 heures. S'ils ne peuvent pas vous prendre, appelez-moi directement. Il a écrit son numéro de portable au dos de la carte. Les médecins ne donnent pas leur portable pour des problèmes mineurs. Je suis sortie de la clinique, les ordonnances serrées dans ma main, et je suis allée à la pharmacie de garde 24h/24 juste à côté. Debout, sous les lumières crues, regardant le pharmacien compter les pilules dans une boîte, j'ai senti quelque chose de fondamental basculer en moi. C'était réel. Ça arrivait. Et pour une raison que je ne comprenais pas encore, quelqu'un avait essayé de me le cacher. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai fini par regarder en attendant mon ordonnance. 17 appels manqués, 32 SMS, la plupart de ma mère. Appelle-nous s'il te plaît. On s'inquiète. Rentre qu'on puisse parler. Ne sois pas fâché. On peut arranger ça. Quelques-uns de mon père. C'est ridicule. Arrête de surréagir. Appelle ta mère. Et un de Chloé. Pourquoi tu te comportes comme ça? C'est juste un téléphone. J'ai fixé ce dernier message un long moment, puis j'ai ouvert un nouveau message pour ma mère. Je ne rentre pas ce soir. Sa réponse a été immédiate. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Je récupère mes médicaments, ceux que vous étiez censé prendre pour moi. Léa, s'il te plaît, rentre. On doit parler de quelque chose d'important. Mes doigts ont hésité sur le clavier. Quelque chose d'important. Qu'est-ce qui pouvait être plus important que le fait d'avoir privilégié un téléphone à la santé de leur fille qui en avait désespérément besoin? Je ne suis pas prête à vous parler. J'ai tapé. Le texto de mon père est arrivé dans la seconde. S'il te plaît, n'implique pas des étrangers dans les affaires de famille. Des étrangers? Il parlait des médecins, des professionnels de santé qui prenaient enfin mon état au sérieux. Je n'ai pas répondu à celui-là. J'ai pris mes médicaments, avalé la première dose à la pharmacie même, et j'ai conduit chez la seule personne susceptible de me dire la vérité. Tante Valérie, la sœur aînée de ma mère. Elle vivait à 20 minutes du campus, dans un petit pavillon, avec un jardin qui sentait toujours la lavande. Elle a ouvert en peignoir, a jeté un œil à mon visage et m'a tiré à l'intérieur sans un mot. « Je vais faire du thé », a-t-elle dit. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine. Elle en peignoir, moi toujours dans les vêtements du déjeuner dominical, qui semblait remonter à une autre vie. Elle a posé une tasse de camomille devant moi et a attendu. Je lui ai tout raconté. Le malaise, le médecin du campus, l'ordonnance que mes parents n'avaient jamais récupérée, la visite aux urgences, les dossiers médicaux manquants. Elle n'avait pas l'air surprise. C'est ça qui m'a achevée. L'absence totale de surprise sur son visage. « Tu savais, » ai-je dit platement, « tu savais que quelque chose clochait. » Tante Valérie a entouré sa tasse de ses mains et a soupiré. Je savais pas pour le médicament actuel.
Ta mère ne me dit plus grand-chose ces temps-ci, mais elle a marqué une pause, semblant lutter avec quelque chose. Léa, il y a des choses sur les finances de ta famille que tu ignores. Quelles choses? Tu te souviens quand Chloé a commencé ce conservatoire prestigieux à 14 ans? Oui. Maman et papa ont dit que c'était un investissement pour son avenir. C'était le cas, mais cet argent devait venir de quelque part. Tante Valérie m'a regardé droit dans les yeux. Ça venait du plan épargne santé qu'ils avaient mis de côté pour toi. La tasse a glissé de mes mains. Du thé a éclaboussé la table. Quoi? Tu avais des soucis de santé à l'époque aussi, tu te souviens? Tu avais 13 à 14 ans. Tu avais tout le temps des vertiges. Tes mains s'engourdissaient. Ils t'ont emmené voir des médecins, plusieurs médecins, et il était question de faire des tests approfondis, des tests coûteux. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans ma tête, mais elles formaient une image que je ne voulais pas voir. Je ne me souviens pas de ça. Ta mère ne voulait pas t'inquiéter. Elle t'a dit que c'était que la croissance, le stress du collège. Mais ils savaient. On leur a dit que tu avais besoin d'un suivi et ils ont utilisé cet argent pour Chloé à la place. Tante Valérie n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. Je me suis levée brusquement, ma chaise raclant bruyamment dans la cuisine silencieuse. J'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, essayant de respirer malgré l'étau dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec ma condition médicale. Ils ont sacrifié ma santé, ai-je dit doucement, pour sa carrière musicale. Je ne pense pas qu'ils l'aient vu comme ça à l'époque. Je pense qu'ils se sont convaincus que tu allais bien, que les médecins étaient trop prudents, que l'opportunité de Chloé était urgente et que tes problèmes médicaux pouvaient attendre. Mais ça ne pouvait pas attendre. Le médecin d'aujourd'hui a dit « Ça s'aggrave depuis des années. » Je sais, ma chérie, je sais. Un souvenir a refait surface, flou et fragmenté. J'avais peut-être 14 ans, allongée dans un lit d'hôpital, les lumières trop vives. Maman pleurait. Je me souvenais d'elle disant quelque chose. C'était quoi? Quelque chose sur le fait que je ne pouvais pas savoir. Elle ne peut pas savoir. Elle est trop jeune. Qu'est-ce que je ne pouvais pas savoir? Ai-je demandé à voix haute. L'expression de tante Valérie a changé. Elle est devenue gardée. Comment ça? Je viens de me souvenir de quelque chose. J'étais à l'hôpital. Maman pleurait et disait que je ne pouvais pas savoir quelque chose parce que j'étais trop jeune. De quoi parlait-elle? Ma tante est restée silencieuse longtemps. Quand elle a enfin parlé, sa voix était prudente. Tu devrais demander à tes parents. Je te le demande à toi, Léa, s'il te plaît. Je suppliais maintenant. Dis-moi juste la vérité. Qu'est-ce que j'ignore? Elle a fermé les yeux brièvement, puis les a ouverts et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Quand tu avais 14 ans, on t'a diagnostiqué une condition rare. Je ne me souviens pas du nom exact. Quelque chose de neurologique. Les médecins voulaient commencer le traitement immédiatement. Médicaments, suivi, changement de vie, c'était cher sur le long terme. La cuisine semblait manquer d'air et mes parents ont dit non. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de temps pour réfléchir, pour avoir un deuxième avis, pour comprendre toutes les options. Sa voix était amère maintenant. Mais ce qu'ils voulaient vraiment, c'était du temps pour savoir comment payer l'école de musique de Chloé. Et quand ils ont pris cette décision, ils avaient trop honte pour te dire la vérité sur pourquoi ils avaient retardé ton traitement. Alors ils ont juste fait comme si de rien n'était. Ils se sont convaincus que tu allais bien, que les symptômes étaient partis, que les médecins avaient tort, mais je n'allais pas bien. Ma voix s'est brisée. Je ne vais toujours pas bien. Tante Valérie s'est levée et m'a prise dans ses bras. Je me suis laissée aller contre elle, tremblante de colère, de chagrin et de trahison. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» ai-je chuchoté contre son épaule. J'ai essayé de parler à ta mère plusieurs fois. Elle a dit qu'il gérait, qu'il savait ce qui était le mieux pour toi. Elle s'est reculée, les mains sur mes épaules. Je suis désolée. J'aurais dû faire plus. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de Chloé. Ne demande pas à papa, demande à maman. Je l'ai montré à tante Valérie. Elle l'a lu et a secoué la tête. Ta sœur en sait plus qu'elle ne le laisse paraître. Tout le monde en sait plus que moi. J'ai senti un rire amer monter. Je suis la seule à ne pas savoir que mon propre historique médical m'était caché. Je suis partie de chez tante Valérie avec plus de questions que de réponses et j'ai conduit sans but pendant un moment, essayant juste de tout assimiler. Finalement, je me suis retrouvée sur le parking de l'hôpital où j'étais née,
où j'avais eu d'innombrables rendez-vous enfants, où apparemment j'avais passé du temps adolescente, dont je ne me souvenais même pas correctement, je suis restée assise dans ma voiture à fixer le bâtiment. Quelque part là-dedans, il y avait des dossiers sur moi. Des dossiers parce que quelqu'un avait altéré, supprimé ou caché. Des dossiers parce qu'ils pourraient expliquer pourquoi mes parents avaient fait les choix qu'ils avaient faits. Mon téléphone a sonné. Ma mère, j'ai failli ne pas répondre, mais une petite partie de moi espérait encore qu'elle aurait une explication raisonnable. Léa. Sa voix était endulée par la panique. Où es-tu? S'il te plaît, tu dois rentrer. On doit parler. Je ne rentre pas. Ce n'est pas quelque chose dont on peut discuter au téléphone. Alors je suppose qu'on n'en discute pas. J'ai été surprise par la stabilité de ma voix. Tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. C'est ça le problème, maman. Il y a plein de choses que je sais que je ne sais pas. Des choses que vous m'avez délibérément cachées. Des choses que toi et papa avaient décidé que je n'avais pas le droit de savoir. Silence. Puis doucement. À qui as-tu parlé? Ça a de l'importance? Valérie, pas une question, une accusation. Elle t'a dit. Elle m'en a dit assez. Elle m'a dit qu'à 14 ans, j'avais un diagnostic que vous avez ignoré. Que vous avez utilisé l'argent de mes soins pour payer l'école de musique de Chloé. Que vous me mentez depuis des années. Ce n'est pas si simple. Ça me paraît très simple. S'il te plaît, rentre juste qu'on t'explique. Non, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas juste les symptômes médicaux. C'était la rage, une rage pure et claire. Je suis sortie de ma voiture et je suis entrée dans l'hôpital. Le service des archives était au 2e étage, après la cafétéria et à travers un labyrinthe de couloirs qui se ressemblaient tous. Je l'ai enfin trouvé, un petit bureau avec un guichet et une femme d'âge moyen tapant sur un ordinateur. Je peux vous aider? J'ai besoin d'accéder à mes dossiers médicaux, les anciens, de quand j'étais adolescente. Elle m'a fait remplir un formulaire, montrer ma carte d'identité, signer des décharges, puis elle a disparu dans une arrière-salle pendant que je restais là sous les néons, ayant l'impression d'être sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore. Quand elle est revenue, elle avait l'air mal à l'aise. « Y a-t-il un problème? » ai-je demandé. « Eh bien, » a-t-elle dit en posant un dossier mince sur le comptoir. Votre dossier est inhabituellement vide pour quelqu'un de votre âge et plusieurs sections sont marquées comme restreintes. Restreinte comment? Restreinte comme seul un parent ou tuteur légal peut y accéder. Mais ce sont mes dossiers sur ma santé. Je comprends, mais ces restrictions ont été mises en place quand vous étiez mineur. Je suis majeure maintenant, mais les blocages sont toujours actifs dans le système. Elle a ouvert le dossier, me montrant des pages presque entièrement caviardées. Des barres noires couvraient la plupart du texte. Je peux te demander la levée des restrictions, mais cela nécessite l'autorisation de celui qui les a mises à l'origine. Mes parents, très probablement. Oui, j'ai fixé les pages censurées, ma propre histoire médicale cachée derrière des barres noires et des codes parentaux. Pouvez-vous au moins me dire quelles années ces restrictions couvrent? Elle a vérifié son ordinateur. De 12 à 16 ans, 4 ans. Le même trou que le médecin des urgences avait remarqué. C'est très inhabituel, a ajouté la réceptionniste. Clairement mal à l'aise avec toute la situation. La plupart des parents ne restreignent pas l'accès aux dossiers médicaux de routine. Et l'historique des rendez-vous? Pouvez-vous me dire si j'ai eu des rendez-vous pendant ces années, même si vous ne pouvez pas me dire pourquoi c'était? Elle a hésité, puis a tapé quelque chose. Ses sourcils se sont levés. Oh oui, pas mal de rendez-vous en fait. Plusieurs spécialistes, neurologie, certainement. Certains avec. Elle a plissé les yeux sur l'écran. On dirait un conseiller en génétique. Mon cœur battait à nouveau la chamade. Un conseiller en génétique? Pourquoi verrais-je un conseiller en génétique? Je ne peux pas accéder aux notes. Je suis désolée. Et la pharmacie? Pouvez-vous voir quelles ordonnances ont été rédigées? Plus de frappes, plus de froncements de sourcils gênés. Il y a eu plusieurs ordonnances rédigées durant cette période, mais elles ont toutes été annulées ou jamais délivrées. Toutes? Selon ceci, oui. Quelqu'un avec un accès au portail parental les a marquées comme refus du patient ou famille demande traitement alternatif. Mais je n'ai rien refusé. Je ne savais même pas que j'avais besoin de traitement. Pouvez-vous me dire pourquoi étaient les ordonnances? Je ne peux pas voir les médicaments spécifiques.
Ces détails sont derrière la restriction. J'ai sorti mon flacon actuel. C'était ça? Est-ce que l'un d'eux était ce médicament? Elle a jeté un coup d'œil à l'étiquette, puis à son écran. Elle n'osait pas tout à fait croiser mon regard. Je ne peux vraiment pas le dire. Ce qui voulait dire oui. Ce qui voulait dire qu'il y a des années, des médecins avaient essayé de prescrire exactement ce que je prenais maintenant et quelqu'un m'avait empêché de l'obtenir. J'ai quitté l'hôpital hébété et j'ai appelé le cabinet du neurologue depuis ma voiture. Il pouvait me voir le lendemain à 9 h si j'acceptais de prendre un créneau d'annulation. J'ai dit oui immédiatement. Puis je suis restée assise là, essayant d'assembler les fragments d'informations que j'avais recueillis, les dossiers manquants, les ordonnances annulées, le conseiller en génétique, les années de silence et de mensonges. Mon téléphone a vibré. Le nom du pharmacien est apparu sur l'écran. Je lui avais donné mon numéro en récupérant l'ordonnance. Mademoiselle, c'est David de la pharmacie de l'Est. J'ai une information préoccupante sur votre médicament dont je pense que vous devriez être au courant. D'accord. En préparant votre ordonnance, j'ai fait une vérification de routine dans notre système. Votre médicament vous a été prescrit une fois auparavant, il y a environ 8 ans, à notre succursale. Il y a 8 ans, j'aurais eu 14 ans. Les notes dans notre système indiquent qu'il y avait un avertissement urgent attaché à cette ordonnance. Quelque chose sur une classification de risque critique, mais quand j'ai vérifié votre dossier actuel, votre niveau de risque est marqué comme faible. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? C'est ce qui m'a inquiétée. Alors, j'ai creusé un peu. Quelqu'un avec un accès au portail a changé votre classification de risque la semaine dernière. Passé de critique à faible. Ce n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. Le parking a semblé tanguer. Quelqu'un a délibérément déclassé la gravité de ma condition. Je ne peux pas spéculer sur l'intention, mais oui, la classification a été changée. Et à cause de ce changement, votre ordonnance actuelle n'a pas été signalée comme urgente quand vos parents ont récupéré le. Il s'est interrompu. Attendez, vous avez dit que vos parents ne l'ont pas récupéré? Ils ne sont jamais allés à la pharmacie. Oh non, mademoiselle. Quand quelqu'un avec un accès au portail change une classification de risque et ne récupère ensuite pas un médicament critique, cela soulève de sérieux drapeaux rouges. Je pense que vous devez documenter cela. Cela pourrait être de la négligence médicale. Négligence médicale, les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. Qui a changé ma classification? Le journal d'accès montre que cela a été fait depuis le compte portail de votre père. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'au campus. 1 minute, j'étais sur le parking de l'hôpital. La suivante, j'étais assise dans ma chambre d'étudiante, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Je me suis connectée à mon espace santé numérique, quelque chose que je n'avais presque jamais utilisé car mes parents géraient toujours les trucs médicaux pour moi. J'ai créé un nouveau mot de passe parce que j'avais oublié l'ancien. Attendu l'email de vérification. Quand je suis enfin entrée, je suis allée directement au journal d'activité. Le compte de mon père avait accédé à mon dossier 6 fois le mois dernier. Chaque fois, il avait fait des changements, retiré des drapeaux, déclassé des marqueurs d'urgence, édité des notes de symptômes que j'avais entrées. Une entrée montrait qu'il avait carrément changé mes symptômes rapportés de sévères et s'aggravant à légers et intermittents. Il avait littéralement réécrit mon histoire médicale pour me faire paraître moins malade que je ne l'étais. Un souvenir a refait surface, net et clair cette fois. J'avais peut-être 15 ans, assise au bord d'un lit d'hôpital. Un médecin, une femme aux yeux gentils, parlait à mes parents dans le couloir. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais voir le visage de mon père en colère sur la défensive. Ma mère pleurait, puis mon père est rentré et a dit « Habille-toi, on part ». Le médecin ne sait pas de quoi elle parle. Nous sommes partis. Je ne me souviens pas y être retournée, mais mes dossiers disaient que j'avais eu de multiples rendez-vous l'année suivante. Des rendez-vous dont je n'ai presque aucun souvenir. Quoi d'autre m'avait-il caché? De quoi d'autre m'avait-il convaincu que ça n'était pas arrivé? Mon téléphone a sonné à nouveau. « Maman ?» ai-je répondu cette fois, mais je n'ai pas parlé. Léa, sa voix était à vif, comme si elle avait pleuré. « S'il te plaît, on doit parler en personne. Il y a des choses que tu dois comprendre. Je comprends plein de choses. Je comprends que toi et papa me mentez depuis des années, que vous avez utilisé l'argent destiné à mes soins pour Chloé, que papa a accédé à mes dossiers médicaux
et les a changés pour me faire paraître moins malade. Silence, assez long pour que je pense qu'elle avait raccroché. « Comment as-tu découvert ?» a-t-elle chuchoté finalement. « Ça a de l'importance ?» « C'est vrai, n'est-ce pas ?»« C'est pas ?»« Ce n'est pas. C'est plus compliqué que ça. Essaye. J'ai le temps. Pas au téléphone. S'il te plaît, rentre. » Pourquoi? Pour que tu puisses me manipuler en personne. Pour que je puisse expliquer pourquoi nous avons fait les choix que nous avons faits. Tu veux dire pourquoi vous avez choisi Chloé plutôt que moi? Pourquoi vous avez joué avec ma santé? Pour qu'elle puisse avoir des leçons de musique. Ce n'est pas. Sa voix s'est brisée. Léa, il y a des choses sur notre famille que tu ne sais pas. Des choses médicales. Des choses dont nous essayons de te protéger. Ça m'a arrêtée. Quelle chose médicale? Je ne peux pas. Pas comme ça. S'il te plaît, rentre ou laisse-moi venir te voir, mais on ne peut pas parler de ça au téléphone. Donne-moi une bonne raison de croire quoi que ce soit que tu dises. Parce que je suis ta mère et malgré ce que tu penses en ce moment, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Drôle de façon de le montrer. J'ai raccroché, mais ces mots sont restés en moi. Des choses médicales sur notre famille, des choses dont ils essayaient de me protéger. J'ai pensé au conseiller en génétique, à la façon dont la réceptionniste de l'hôpital avait eu l'air mal à l'aise en voyant mon dossier, à l'urgence dans la voix de ce médecin du campus. Qu'est-ce que j'avais exactement? Qu'est-ce que j'avais toujours eu que personne ne voulait nommer? J'ai envoyé un texto à Chloé. « Que sais-tu sur ma condition médicale ?» Elle n'a pas répondu pendant 10 minutes. Puis, « Je ne veux pas être impliquée. » Tu es déjà impliquée. Que voulais-tu dire tout à l'heure quand tu as dit de ne pas demander à papa? Une autre longue pause. Maman en sait plus que lui sur les tests. Sur ce qu'ils ont trouvé quand tu étais plus jeune? Quel test? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je ne connais pas les détails. Je sais juste que c'est génétique. Et maman avait peur. Génétique? Comment? Je ne veux vraiment pas parler de ça. Chloé! Je les ai entendus se disputer une fois quand tu étais à l'hôpital, cette fois-là. Maman voulait tout te dire, et papa a dit que tu étais trop jeune et que ça ne ferait que t'effrayer, et peut-être que ça te passerait en grandissant. Une condition génétique ne passe pas en grandissant. Je sais, je le sais maintenant, d'accord? Mais j'avais genre 12 ans et je ne comprenais pas de quoi il parlait et je voulais juste que tout le monde arrête de crier. J'ai fixé mon téléphone et les textos paniqués de ma petite sœur et j'ai senti quelque chose s'adoucir légèrement. Elle avait été une enfant aussi. Elle avait été tenue dans l'ignorance presque autant que moi. De quoi d'autre te souviens-tu? J'ai tapé juste qu'ils avaient peur, vraiment peur. Et après ça, ils ont commencé à agir comme si tout allait bien, comme si rien ne clochait. Et tu avais l'air d'aller bien. Alors, j'ai pensé que c'était peut-être bon. Ce n'est pas bon. Je sais, je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser aux conditions génétiques, aux diagnostics cachés, aux parents qui aiment leurs enfants mais font des choix terribles. Quoi qu'il en soit, le cabinet du neurologue a appelé à 8 heures. Pouvez-vous venir plus tôt? Ils avaient eu une autre annulation et le médecin voulait me voir dès que possible. J'étais là à 8h30. La neurologue était une femme dans la cinquantaine avec des cheveux méchés de gris et des mains stables. Dr Charline, selon son badge. Elle a examiné mes dossiers, les actuels et tous les documents auxquels elle avait pu accéder de mon passé pendant un long moment avant de parler. « Léa, a-t-elle dit enfin, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Que savez-vous de vos antécédents médicaux familiaux? Apparemment rien. C'est pour ça que je suis là. » Elle a affiché des images sur son ordinateur, des scanners du cerveau. J'ai réalisé que c'était des IRM. Celle-ci date d'il y a 5 ans. Saviez-vous que vous aviez fait ça? J'ai fixé les images. Non. Et celle-ci date de la semaine dernière. Elle les a mises côte à côte. Même à mon œil non averti, je pouvais voir la différence. Quelque chose dans la deuxième image qui n'était pas dans la première. Quelque chose qui avait l'air mauvais. Qu'est-ce que c'est? Ma voix est sortie enrouée. Ça, a dit le docteur Charline doucement, c'est de l'inflammation. Une inflammation neurologique progressive qui aurait dû être traitée il y a 5 ans quand elle est apparue pour la première fois. La pièce a semblé se rétrécir juste à son visage, ses yeux stables, son expression prudente. « Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas traité ?» ai-je demandé.
Concentrons-nous sur votre traitement maintenant. Ce n'est pas une réponse, a-t-elle soupiré. Non traité, ce type d'inflammation peut causer des dommages permanents, une déficience de la fonction motrice, des problèmes sensoriels, dans les cas sévères, des convulsions. Je suis un cas sévère. Vous y arrivez. Encore quelques mois. Elle n'a pas fini la phrase, pas besoin. Et il y a 5 ans, si j'avais été traitée, alors vous iriez bien? Aucun dommage durable du tout. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un dernier espoir fragile que peut-être mes parents avaient juste fait une erreur, que peut-être ils ne savaient pas à quel point c'était grave. Mais ils savaient, ils avaient ces scanners, ils ont vu ces images et ils ont choisi de ne rien faire. Il y a autre chose, a dit le docteur Charline prudemment. Le schéma d'inflammation que vous avez est cohérent avec un marqueur génétique, un qui court souvent dans les familles. Ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas aléatoire. Ce qui veut dire que quelqu'un dans votre famille pourrait avoir la même condition ou être porteur. Mes parents m'auraient dit si. L'auraient-ils fait? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes, pas méchamment, et je n'avais pas de réponse à ça. Je me suis assise dans le bureau du docteur Charline, fixant ses scanners du cerveau, et quelque chose en moi a juste volé en éclats. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste une rupture silencieuse, irréversible. « Je dois parler à ma mère », ai-je dit. Le docteur Charline m'a tendu sa carte de visite. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et Léa, commencez le médicament aujourd'hui. N'attendez pas 1 heure de plus. » J'ai conduit jusqu'au lieu de travail de ma mère, un cabinet dentaire où elle travaillait comme réceptionniste. Je lui ai envoyé un texto depuis le parking. « Sors maintenant ». Elle est apparue 3 minutes plus tard, pâle et tremblante, son badge encore accroché à son gilet. Elle a marché vers ma voiture comme si elle approchait une bombe qui pourrait exploser. Je suis sortie. Je suis restée là les bras croisés. J'ai attendu. « Léa, jeune !» Ma voix était plate, morte. Dis-moi juste la vérité. Tout? Elle a regardé autour du parking, vérifiant si quelqu'un pouvait nous entendre. Puis elle a attrapé mon poignet, pas brutalement, mais désespérément, et m'a tiré vers le côté du bâtiment où se trouvaient les poubelles. Privée, cachée, j'ai supplié ton père de ne pas le faire, a-t-elle chuchoté. Ses yeux étaient déjà rouges, se remplissant déjà de larmes. Quand tu avais 14 ans et que le médecin a dit que tu avais besoin de traitement, je l'ai supplié. J'ai dit qu'on ne pouvait pas attendre, mais il a dit qu'on ne pouvait pas tout risquer pour quelque chose qui pourrait être grave. Pourrait. J'ai retiré mon poignet. Les scanners étaient juste là, le diagnostic était clair. Il m'a convaincu que ça pouvait attendre, qu'on pouvait voir si ça empirait, que peut-être ça te passerait en grandissant. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Le médecin suspectait un trouble neurologique dégénératif. Le traitement était cher sur le long terme. Et ton père a dit, « Laisse-moi deviner, l'école de musique de Chloé était plus importante. » Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Nous avions l'argent. Nous l'avions, mais ton père l'a investi. Il a dit que c'était pour notre avenir à tous. Une opportunité commerciale immanquable. Et ensuite, ça a échoué. Tout est parti. Donc ils ont joué ma santé sur une affaire et ont perdu. Au moment où tu t'es effondré à nouveau, a continué ma mère, sa voix se brisant. Nous avions trop honte pour te le dire. Trop honte d'admettre qu'on avait attendu, qu'on avait mal choisi. Honte. J'ai ri, mais c'est sorti faux, creux. Vous aviez honte, alors vous avez juste quoi? Fait comme si de rien n'était? Ton père a accédé à tes dossiers médicaux, a changé des choses, a rendu ça moins sérieux pour que les médecins ne poussent pas des pas pour des tests coûteux. Il pensait que si on pouvait juste te maintenir stable jusqu'à ce que tu sois diplômé, jusqu'à ce que tu aies ta propre mutuelle, jusqu'à ce que ça devienne ton problème au lieu d'une autre. Elle n'a pas nié. J'ai pensé à Chloé, à son école de musique, ses concours, son nouveau téléphone. Est-ce que Chloé sait tout ça? Elle nous a entendus nous disputer il y a des années. Elle sait que tu avais une condition qu'on n'a pas traitée. Elle est terrifiée que tu le découvres et que tu la blâmes. Je ne la blâme pas. C'était une enfant. J'ai regardé ma mère, vraiment regardé, cette femme qui avait préparé mes déjeuners et tressé mes cheveux et m'avait bordé le soir. Je te blâme, toi. Et papa, vous aviez le choix. Chaque jour pendant des années, vous aviez le choix. S'il te plaît, ne pars pas. Elle s'est avancée vers moi à nouveau.
On peut arranger ça. On paiera pour tout maintenant. Tout ce dont tu as besoin. Tu ne peux pas réparer 10 ans de silence. J'ai reculé. Tu ne peux pas déshebdomager mon cerveau. Tu ne peux pas me rendre les années où j'aurais pu être en bonne santé. Léa, non. Je me suis tournée vers ma voiture. Vous l'avez choisie, elle, à chaque fois. Chaque fois. Et maintenant, je me choisis moi. J'ai démarré alors qu'elle restait là à pleurer sur le parking. J'étais presque revenue au campus quand Chloé a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Léa. Sa voix était petite, effrayée. Maman vient de m'appeler. Elle est vraiment bouleversée. Bien, ne pars pas, s'il te plaît. On peut arranger ça en famille. Mettre la voiture en mode parking. Fermer les yeux. Chloé, savais-tu que j'étais malade quand on était plus jeune? Silence. Chloé? Je les ai entendus se disputer une nuit, a-t-elle chuchoté. Tu étais à l'hôpital. Papa criait sur maman qu'il ne pouvait pas se permettre à la fois ton traitement et mon école. Et maman pleurait et disait qu'il devait trouver un moyen. Et puis papa a dit. Sa voix s'est brisée. Il a dit que te garder calme était mieux que de t'effrayer avec un diagnostic que tu ne pouvais pas comprendre. Et tu étais d'accord avec lui. J'avais 12 ans. Je ne savais pas quoi faire. Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. Mais tu sais maintenant. Tu sais depuis des années et tu n'as rien dit. J'avais peur. Elle pleurait maintenant. J'avais peur que tu me détestes. Que tu me blâmes pour leur choix. Que tout s'effondre. Tout s'effondre. Chloé, ça s'effondre depuis des années. On a juste fait semblant que non. S'il te plaît, ne me déteste pas. Je voulais la détester. Ce serait plus facile que ce mélange compliqué d'amour, de colère et de chagrin. Mais c'était ma sœur, et elle avait été une enfant prise dans la même toile de mensonges que moi. Je ne te déteste pas, ai-je dit finalement, mais je ne peux être près d'aucun de vous en ce moment. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 17 appels manqués et un message vocal de mon père. Je l'ai écouté en prenant mon médicament. Le médicament que j'aurais dû prendre depuis des années. Léa, écoute. Ne parle à personne des tests. On peut régler ça en privé. Les affaires de famille restent en famille. Rappelle-moi. Je l'ai effacé. Le cabinet du Dr Charline a appelé à 9 heures. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Vos résultats de laboratoire sont revenus et le médecin veut en discuter avec vous immédiatement. J'y étais à 10 heures. L'expression du Dr Charline quand je suis entrée dans son bureau m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ça allait être mauvais. Elle a affiché 2 scans IRM sur son écran d'ordinateur, l'un étiqueté il y a 5 ans et l'autre la semaine dernière. Même moi, je pouvais voir la différence. Le scan plus récent montrait des ombres qui n'étaient pas dans l'ancien, des motifs qui semblaient anormaux. Léa, a-t-elle dit doucement, vous auriez dû être traitée à l'époque. La progression est significative. Je le savais déjà, mais l'entendre énoncer si clairement, si définitivement, a fait s'effondrer quelque chose en moi. Vous avez un trouble inflammatoire neurologique progressif à un stade précoce. C'est traitable, mais le retard de traitement a compliqué les choses. Compliqué comment? Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Les risques à long terme incluent des retards moteurs partiels, des évanouissements récurrents, des dommages nerveux potentiels. Elle a marqué une pause. La plupart de cela aurait pu être évité si vous aviez commencé le traitement il y a 5 ans. Je me suis affaissée dans le fauteuil. Mes mains tremblaient. Est-ce ma faute? Est-ce ma faute de ne pas avoir poussé plus fort? De ne pas? Non. Sa voix était ferme, tranchante. Vous étiez une enfant. Vous avez fait confiance aux adultes dans votre vie pour vous protéger. Ce n'est pas votre faute. Mais j'avais l'impression que c'était ma faute. J'avais l'impression que j'aurais dû savoir, que j'aurais dû me battre plus fort, que j'aurais dû exiger des réponses au lieu d'accepter leurs démentis. Nous allons commencer un traitement agressif immédiatement, a continué le Dr Charline. Médicaments 2 fois par jour, surveillance hebdomadaire, et vous devez éviter le stress et le surmenage. Elle m'a regardée attentivement. Y a-t-il quelqu'un qui peut vous soutenir à travers ça? Famille? Amis? J'ai pensé à mes parents, à Chloé, au fait que les personnes qui auraient dû être mon système de soutien étaient celles qui avaient causer cela.
Je me débrouillerai, ai-je chuchoté. Après le rendez-vous, je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai pleuré, pas les pleurs de colère d'avant, juste des sanglots épuisés et accablés de chagrin qui venaient de quelque part de profond et brisé en moi. Une femme âgée a tapé à ma vitre. J'ai levé les yeux, embarrassée, et elle m'a fait signe de baisser la vitre. « Ça va, ma chère? » Merci. Elle m'a tendu un mouchoir par la fenêtre. Je vous ai vu sortir de neurologie. J'avais mon rendez-vous aujourd'hui, aussi. Elle a souri tristement. La famille ne signifie pas toujours qu'il vous protège, ma chère. Parfois, nous devons nous protéger nous-mêmes. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quel diagnostic. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, il y avait 7 appels manqués de mon père et un long message vocal. Je l'ai écouté. « Léa, tu dois arrêter de parler au médecin des affaires de famille. C'est entre nous. On gérera les factures médicales. On gérera tout, mais tu dois arrêter de nous faire passer pour des monstres. Rappelle-moi. On doit discuter de ça en privé. » Je lui ai répondu par texto. « Vous ne décidez plus rien concernant ma santé. » Sa réponse a été immédiate. « Tu fais ta dramatique. C'est exactement pour ça qu'on ne t'a rien dit. Tu surréagis. » J'ai fixé ce texto un long moment, puis j'ai bloqué son numéro. Mon téléphone a sonné à nouveau. « Tante Valérie? »« J'ai entendu parler du rendez-vous, » a-t-elle dit. « Comment vas-tu? » « Honnêtement, je ne sais pas. Ta mère m'a appelée. Elle est dévastée. » « Bien. Léa, elle a eu des années pour être dévastée, Valérie. Des années pour me dire la vérité. Des années pour se battre pour moi. Elle a choisi de ne pas le faire. » Silence. « Tu as raison. Tu as absolument raison. Je voulais que tu saches qu'elle t'aime. Elle aime juste mal parfois. Ce n'est pas suffisant. Je sais. » Après avoir raccroché, j'ai pris ma première dose de médicaments et j'ai pensé à toutes les doses que j'aurais dû prendre au fil des années, tous les rendez-vous médicaux que j'aurais dû avoir, tout le suivi qui n'a jamais eu lieu. Mon téléphone a vibré. Un message vocal de tante Valérie. « Je dois te dire quelque chose sur ton père. Sur l'année où tu t'es évanouie pour la première fois, ce n'était pas juste une question d'argent, Léa. Il y a plus dans l'histoire. Appelle-moi quand tu seras prête. » Mes mains ont recommencé à trembler, mais cette fois de peur. J'ai conduit chez tante Valérie ce soir-là. Elle a ouvert la porte avec les yeux rouges comme si elle avait pleuré. « J'aurais dû te dire ça il y a des années, » a-t-elle dit. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine. Elle a fait du thé qu'aucune de nous n'a bu. « L'année où tu t'es effondrée pour la première fois, » a-t-elle commencé. Ton père avait de sérieux problèmes financiers, dettes de jeu. Il le cachait à tout le monde, même à ta mère. Quand tes factures médicales sont arrivées, il a paniqué. Je n'ai jamais vu mon père jouer. Pas une seule fois. Poker en ligne, paris sportif. Ça a commencé petit, puis ça a dégénéré. Au moment où tu as eu besoin de traitement, il devait plus de 50 000 € à des gens très sérieux. La pièce a tangué légèrement. Il a joué l'argent de mon traitement. Le fonds de traitement était le dernier actif liquide qu'il avait. S'il l'utilisait, la banque aurait saisi la maison. On aurait tout perdu. Elle m'a regardée avec dévastation dans les yeux. Il a choisi la maison. Il a choisi de protéger son image. Il a choisi tout sauf toi. Je ne pouvais pas respirer, ne pouvais pas penser. Mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui venait à mes fêtes de la science, avait littéralement joué ma santé. Ta mère est restée silencieuse parce qu'elle était terrifiée. Si elle exposait la vérité, la famille s'effondrerait. La vie de Chloé changerait radicalement. Et elle s'est convaincue que peut-être tu irais bien sans traitement, que peut-être les médecins avaient tort. Mais ils n'avaient pas tort. Non, ils n'avaient pas tort. Tante Valérie s'est levée et a récupéré une vieille enveloppe dans un tiroir, me l'a tendue avec des mains tremblantes. Ceci est arrivé à la maison il y a 8 ans. Ton père l'a intercepté avant que ta mère puisse le voir. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre d'un spécialiste. Traitement immédiat recommandé pour la patiente Léa Dubois. Retarder davantage peut causer des dommages neurologiques à long terme. Veuillez contacter notre cabinet pour programmer le traitement dans les 72 heures. La date sur la lettre datait de mes 15 ans. Il a caché ça. Ai-je dit platement. Il a tout caché. Et il a dit à tout le monde, famille, amis,
voisins, que tu exagérais, que tu étais trop dramatique, qu'il n'y avait rien qui clochait vraiment chez toi. La voix de tante Valérie tremblait de colère. Il a détruit ta crédibilité pour que personne ne prenne tes symptômes au sérieux. J'ai quitté la maison de tante Valérie hébétée et j'ai conduit directement à l'école de Chloé. Elle était à une sorte de répétition du soir. Je l'ai trouvée en coulisses en train d'ajuster son maquillage. « On doit parler ?» Elle a levé les yeux, a vu mon visage et a pâli. « Qu'est-ce qui s'est passé? Savais-tu pour les jeux de papa? » Toute la couleur a quitté son visage. « Comment as-tu? Donc tu savais? Je l'ai découvert l'année dernière. J'ai vu des relevés de cartes de crédit. J'ai confronté maman à ce sujet. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Elle m'a supplié de ne pas te le dire. A dit que ça te briserait. Me briser? Chloé? Leurs mensonges ont failli détruire mon cerveau. Je sais, elle pleurait maintenant. Je sais, d'accord. Je sais depuis des mois et je ne savais pas quoi faire et je suis tellement désolée. Avant que je puisse répondre, mon père est apparu dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Sa voix était tranchante, en colère. Je pourrais te poser la même question. Ta sœur a une représentation. Je m'en fiche. Je me suis tournée pour lui faire face entièrement. Je sais pour le jeu, pour les dettes, pour la lettre du spécialiste que tu as cachée. Son visage est passé du rouge au blanc. Ce sont des affaires de famille privées. Privées? Tu as joué l'argent destiné à me sauver la vie et tu appelles ça privé? Les gens commençaient à se rassembler. D'autres étudiants, parents, professeurs. Baisse d'un ton. Mon père a sifflé. Pourquoi? Inquiet que les gens découvrent ce que tu as fait? Je tremblais, mais je m'en fichais. Inquiet qu'ils sachent que tu as choisi le poker plutôt que la santé de ta fille? J'essayais de sauver notre famille. Tu essayais de te sauver toi-même. Ma voix a résonné dans les coulisses. Tu as joué mon avenir pour couvrir tes erreurs. J'ai fait ce que je devais faire. Tu m'as laissé souffrir pendant des années. Tu as changé mes dossiers médicaux. Tu as caché des lettres de spécialistes. Tu as dit à tout le monde que j'étais dramatique pour qu'ils ne me croient pas quand je disais que quelque chose n'allait pas. Ma mère est apparue alors, l'air horrifié. Léa, s'il te plaît pas ici, mais j'avais fini de protéger leur image, fini de faire semblant que tout allait bien. Je n'allais pas gaspiller de l'argent sur un peut-être, a soudain crié mon père. Alors que Chloé avait un vrai potentiel, la pièce entière est devenue silencieuse. Même la musique s'est arrêtée. Des douzaines de personnes sont restées figées, nous fixant, le fixant, l'homme qui venait d'admettre qu'il valorisait le potentiel d'une fille plus que la santé de l'autre. Ma mère a émis ce son horrible d'étouffement. Ses mains ont volé à sa bouche. Chloé a éclaté en sanglots et a couru par la porte arrière et j'ai senti le dernier fil me reliant à mon père cassé comme une corde pourrie. J'espère que ça en valait la peine, ai-je dit doucement. J'espère que sa carrière musicale valait le coup de jouer ma vie. Je suis sortie, je n'ai pas regardé en arrière. Je me fichais des chuchotements ou des regards ou de la façon dont ma mère m'appelait. J'avais fini. Les retombées ont été immédiates. La nouvelle de la confrontation s'est répandue dans l'école de Chloé, puis dans le quartier, puis à notre famille élargie. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années appelaient soudainement, envoyaient des textos, demandant si c'était vrai. Si mon père avait vraiment fait ce que tout le monde disait, je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Qu'y avait-il à dire? Mon père était devenu de plus en plus défensif, en colère. J'ai entendu par tante Valérie qu'il disait aux gens que je mentais, que j'exagérais, que je le faisais passer pour un méchant par dépit. Les mêmes mots qu'il avait utilisés pendant des années pour rejeter mes symptômes. Le docteur Charline m'a appelé pour mon suivi d'une semaine. Elle m'a fait asseoir avec une expression sérieuse. Je dois vous dire quelque chose. La négligence médicale que vous avez subie, les dossiers altérés, les ordonnances interceptées, le traitement retardé, cela atteint un niveau qui devrait être signalé. Signalé à qui? Au conseil de l'hôpital? Possiblement faire un signalement au procureur, même si vous avez plus de 18 ans maintenant. Le schéma de comportement suggère une négligence médicale systématique sur mineurs. J'ai pensé à mon père, au jeu, aux années de mensonges. Faites-le, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement. Cela pourrait devenir compliqué. Votre famille sera interrogée. Il pourrait y avoir des ramifications légales. Bien.
J'ai commencé une thérapie la semaine suivante, pas seulement pour le traumatisme du diagnostic, mais pour toutes. Les années à être ignorée, le favoritisme, la réalisation que j'avais été systématiquement manipulée au sujet de ma propre santé. Ma thérapeute était une femme dans la quarantaine nommée Dr Renard. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, son expression soigneusement neutre. Quand j'ai fini, elle a dit « Vous savez que ce n'était pas votre faute, n'est-ce pas? Tout le monde continue de dire ça parce que c'est vrai. Vous étiez une enfant. Vous avez fait confiance à vos parents pour vous protéger. Cette confiance n'était pas mal placée. Leurs actions l'étaient. Il a fallu 3 séances avant que je puisse le dire à haute voix, sans pleurer. Mes parents ont choisi ma sœur plutôt que moi. « Oui, » a dit doucement le docteur Renard. « Ils l'ont fait. Et c'était mal. » Chloé s'est présentée à mon appartement un soir. J'ai failli ne pas la laisser entrer, mais quelque chose dans sa façon de pleurer m'a fait ouvrir la porte. Elle m'a tendu un petit carnet. Son journal d'enfance. « Lis l'entrée de quand j'avais 12 ans », a-t-elle chuchoté. J'ai tourné à la date qu'elle indiquait. L'écriture était désordonnée, enfantine. J'espère qu'un jour, maman et papa l'aimeront comme ils m'aiment. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Léa est plus intelligente et plus gentille, et elle ne se plaint jamais, même quand elle est malade. J'aimerais pouvoir arranger ça, mais je suis juste une enfant et personne n'écoute les enfants. J'ai levé les yeux vers ma sœur. Vraiment regardé. Elle avait 17 ans, encore fondamentalement une enfant, et elle portait cette culpabilité depuis des années. « Je suis désolée », a-t-elle sangloté. « Je suis tellement, tellement désolée. J'aurais dû faire quelque chose, dire quelque chose. J'aurais dû. » Je l'ai tirée dans un câlin. Elle s'est effondrée contre moi, pleurant dans mon épaule. « Tu étais une enfant » ai-je dit. « Ce n'était pas ta responsabilité. » Mais je savais qu'il te traitait mal et je n'ai pas. « Tu étais une enfant » ai-je répété fermement. « C'est sur eux, pas sur toi. » Nous sommes restées assises sur mon canapé pendant 1 heure pendant qu'elle pleurait. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'étais à court de larmes. Ma mère a essayé de se racheter. Elle a apporté des boîtes de reçus et de vieilles lettres. La preuve qu'elle s'était battue pour moi, au moins au début. La preuve qu'elle avait essayé de tenir tête à mon père avant d'abandonner. « J'étais faible », a-t-elle dit, assise dans mon appartement avec les yeux rouges. J'aurais dû être plus forte, j'aurais dû mieux te protéger, je l'ai laissé me convaincre qu'on faisait la bonne chose. Tu n'étais pas faible, tu étais complice. Elle a tressailli. Je sais, je le sais maintenant, et je suis tellement, tellement désolée. Je voulais lui pardonner. Une partie de moi l'a fait, mais pardonner ne signifiait pas oublier, ne signifiait pas faire comme si ce n'était jamais arrivé. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit. Beaucoup de temps. Je comprends. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi de te battre pour toi-même, d'être plus forte que je ne l'étais. Mon père a essayé de visiter mon appartement 2 fois. La première fois, je n'ai pas ouvert la porte. La seconde fois, je l'ai ouverte juste assez pour parler. « Tu dois retirer le signalement médical », a-t-il dit sans préambule. « Ça nous fait passer pour des monstres. » Vous êtes des monstres. On a fait ce qu'on pensait être le mieux. Tu as joué l'argent de mon traitement. Tu as caché des lettres de spécialistes. Tu as altéré mes dossiers médicaux pour me faire paraître moins malade. Tu as dit à tout le monde que j'étais dramatique pour qu'ils ne me croient pas. Je l'ai regardé dans les yeux. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui fait de son mieux. Ce sont les actions d'un lâche. Comment oses-tu? Tu as abandonné ta responsabilité de père bien avant que je t'abandonne comme fille. J'ai commencé à fermer la porte. On a fini ici, Léa? J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, suis restée là à l'écouter frapper et appeler mon nom pendant 5 minutes avant qu'il ne parte finalement. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas sentie triste. Je me suis juste sentie libre. 3 semaines plus tard, le docteur Charline a appelé avec de bonnes nouvelles. Vos derniers scans montrent une amélioration. L'inflammation répond au traitement. Vous êtes venu juste à temps, Léa. Juste à temps. Après des années à être trop tard, je prends. J'ai signé un bail pour mon propre appartement près du campus. Rien de chic, juste un petit 2 pièces, avec une lumière décente et assez d'espace pour que je puisse respirer. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de contrôler mon propre avenir, ma propre santé, mes propres choix.
J'ai installé ma station de médicaments sur le comptoir de la cuisine. Pilulier, bouteille d'eau, alarme sur mon téléphone. C'était ma routine maintenant, ma responsabilité et je ne laisserai personne me la reprendre. Chloé m'a aidée à emménager. On n'a pas beaucoup parlé, mais on n'en avait pas besoin. Elle essayait. C'était suffisant pour l'instant. Ma mère est passée une fois apporter des courses et des produits de nettoyage. Elle n'est pas restée longtemps. A juste aidé à déballer la cuisine, m'a serrée dans ses bras avec précaution et est partie. Mon père n'est pas venu du tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau dans mon nouvel appartement. Le flacon de médicaments trônait à côté de mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Ils ont choisi de ne pas me sauver, alors je me suis choisie moi-même. Et cette fois, je ne m'excuse pas pour ça. J'ai éteint la lampe et je me suis assise dans l'obscurité de ma nouvelle maison, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix, pas le bonheur, pas encore, peut-être pas avant longtemps, mais la paix. Et pour l'instant, c'était suffisant. Avez-vous déjà dû choisir entre pardonner à votre famille et vous protéger? Et si vous l'avez fait, pensez-vous avoir fait le bon choix? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la vérité complexe des liens familiaux.